Sur ce plateau et heureux de vous retrouver pour cette émission. Nous allons débattre de la natalité. Les statistiques de l'INSEE marquent un décrochage important dans le nombre des naissances en France, moins 20% depuis 2010, et c'est un mouvement qui s'accélère depuis 10 ans. Faut-il aller chercher les raisons du côté écologique, économique, philosophique? Quels sont les enjeux? Et j'ai aussi en tête la confidence d'une mère de famille pleine d'incompréhension devant le souhait de sa fille et de son gendre de ne pas avoir d'enfants. Alors, pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Nous allons en parler avec nos invités. Nous vous proposons un débat avec Marianne Durano, bonjour. Auteure de Naître ou le néant, publié chez Desclés de Brouwer. Vous êtes agrégée de philosophie normalienne. Pourquoi cet ouvrage? Parce que plein de gens m'ont posé la question pourquoi as-tu autant d'enfants alors que tu n'as que le mot effondrement et décroissance à la bouche? Vous avez 4 enfants. J'ai 4 enfants. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Avec vous, Corinne Mayer, qui est présente. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Merci. Écrivain, historienne, économiste, psychanalyste, le New York Times vous a décrit comme icône de la contre-culture. Je cite notamment votre ouvrage No Kids, publié en poche, republié en poche en 2024, parce qu'il était publié en 2007. Il y a eu un changement entre 2024 et 2007 ? Oui, il y a eu beaucoup de changements dans la société, donc il fallait un petit peu le moderniser et puis le polir pour qu'il corresponde à la société de maintenant et qu'il soit le plus amusant possible. Oui, parce que vous l'avez classé d'ailleurs sur votre site dans humour et essai sur votre page internet. Oui, il y a plusieurs entrées. Alors, il y a comme il y a un peu de tout. Effectivement, dans humour, ça doit forcément être dedans. Parce que je n'ai pas écrit que des textes drôles. Donc, Et il y a aussi du sérieux, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. C'est la matière à débattre avec Marianne Durano ici présente. Et puis, nous avons donc invité Hervé Lebras. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Auteur notamment de l'un des derniers ouvrages, L'abîme démographique, le monde, l'Europe, la France, aux éditions de l'Aube. Vous êtes démographe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, chercheur émérite à l'INED. Alors peut-être qu'on va commencer d'ailleurs avec vous par faire un état des lieux pour bien comprendre ces chiffres, ce taux de natalité, cette baisse très importante que la France n'a pas connue depuis le baby-boom. Oui, alors ce qu'on étudie plutôt, ce n'est pas le taux de natalité qui dépend de la structure par âge, c'est ce qu'on appelle l'indice de fécondité, qui là est indépendant de la structure d'âge. Et cet indice avait été faible pour des raisons que je pourrais donner dans les années 75 à 2000, puis était remonté à 2 enfants en moyenne par femme. Ça veut dire que si les conditions de 2000, début de 2000 restaient les mêmes, c'est-à-dire la manière dont les taux de fécondité par âge, c'est-à-dire la façon dont la proportion d'enfants que les femmes ont âge par âge au cours de leur carrière, ça serait 2 enfants. Et donc la France était plutôt contente, elle était à peu près en tête, et même parfois en tête des pays de l'Union européenne. Et puis, à partir de 2012, ça a commencé à descendre légèrement. Et on est arrivé en 2022 à 1,8 enfants par femme. Et là, brusquement, en 2023, il y a eu un décrochage, celui auquel vous avez fait allusion, où on est passé à 1,68. C'est une chute de presque 7%. Et vous avez raison, c'est une des premières fois où ça arrive depuis longtemps. Ce qui est plus problématique, mais je pense qu'on en parlera, c'est qu'on n'a pas d'explication, ni à l'INSEE, ni ailleurs, pour cette chute. On a des explications pour la baisse lente, et ça, je pourrais en parler, mais pour la chute de l'année 2023, elle est étrange. Par exemple, il y a eu la même chute dans d'autres pays, mais en Allemagne, c'est en 2022. On ne voit pas d'événements ou de lois qui puissent expliquer cela. Et cette chute ne va pas, heureusement, si on peut dire, continuer aussi vite, mais les tout derniers chiffres de l'INSEE, parce qu'on a des statistiques mois par mois, donnent que la baisse continue légèrement. Donc on sera à 1,65. Pour donner des références, l'ensemble de l'Union européenne est à 1,55. Et je pense qu'on se dirige vers cette valeur. Et le renouvellement de la population, il est assuré s'il y a un taux de natalité de 2 enfants, 2,01. On dit 2,1 mais ça suppose une population fermée. Ça suppose qu'il n'y ait absolument pas de migration. Non, mais c'est juste pour avoir un repère. Oui, mais c'est un chiffre trompeur parce qu'on imagine que la population va diminuer sous prétexte qu'on est au-dessous de ce 2,1. Mais à partir du moment où il y a des migrations, les migrations, c'est comme si c'était des naissances qui avaient eu lieu à
au moment où ces migrants sont nés, et puis qui étaient restés inaperçus, et puis qui se manifestent soudain au moment où ils arrivent. Donc ça joue le même rôle dans la pyramide des âges que des naissances, si bien que c'est ce qui explique d'ailleurs la croissance de pays, mettons comme l'Allemagne, où vous avez 1,5 enfants par femme depuis très longtemps. Eh bien, la population de l'Allemagne augmente un peu plus vite que la population de la France. Voilà l'état des lieux, Hervé Lehoiraz. Merci beaucoup de l'avoir posé. Et évidemment, vous allez nous aider au fur et à mesure de ce débat, de revenir à ces éléments, ou ces causes, ou c'est juste ces éléments de compréhension de la situation. Je voudrais un premier point de débat, parce qu'on en parle beaucoup, qui est la question écologique. Est-ce que l'une de ces raisons n'est pas la crise écologique ? Marianne Durano, vous écrivez d'ailleurs, au-delà de la question du combien d'enfants et pourquoi vous avez tel nombre d'enfants, ce combien occulte la question du pourquoi. Pourquoi avoir des enfants aujourd'hui ? Je vous commencer. En fait, la rédaction de ce livre a commencé parce qu'en marge d'un plateau radio, j'ai un militant de démographie responsable, donc c'est une association qui milite pour la réduction volontaire de la population mondiale, qui est venu me voir et qui m'a demandé, mais enfin, entre nous, là, en off, mais dites-moi, pourquoi avoir des enfants ? Bon, 1, à la rigueur, on peut comprendre, c'est une expérience intéressante. 2, pour qu'ils se tiennent compagnie, je cite. Hein. Mais alors 3, vraiment, je ne vois pas. Et ça m'a vraiment interrogée parce que je me suis dit, en fait, derrière cette interrogation sur le combien, il y a la question de la justification d'une existence individuelle. Et quand je regarde mon petit 3e ou mon petit 4e, en fait, je me dis, mais en fait, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'ils existent ? Et quelque chose me dit que cette question est mal posée, que demander la question de pourquoi, enfin, poser la question pourquoi est-ce qu'un individu existe, c'est supposer que en fait, son existence ne se justifie pas par elle-même, qu'on devrait lui donner des justifications. Et c'est ça qui a été à l'initiative d'un questionnement philosophique un peu plus profond. Parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à écrire le livre, il y a 4 ans, c'était intéressant. La petite musique ambiante, c'était il ne faut pas faire trop d'enfants, ça pollue. C'est pas bon pour la planète. Par ailleurs, il y avait le Covid à l'époque, situation de crise mondiale, effondrement possible de la civilisation. Enfin, il y avait cette espèce d'ambiance extrêmement anxiogène qui continue d'ailleurs à innerver la société. Et 4 ans plus tard, c'est rigolo parce que je suis invitée sur des plateaux où la question qu'on se pose, c'est comment faire en sorte que les femmes aient plus d'enfants. Le questionnement s'est inversé finalement. Et l'angoisse, c'est pas qu'il y ait trop d'enfants, mais qu'il n'y en ait pas assez. Et d'une manière générale, le fait que l'enfant, la démographie soit considérée comme une variable d'ajustement par rapport aux préoccupations politiques et économiques du moment me pose question et doit, à mon avis, être interrogée. Corinne Mayer, je reviens à la 39e raison pour laquelle vous considérez qu'il ne faut pas avoir d'enfants, c'est justement trop d'enfants sur Terre, pour rebondir sur ce que vient de dire à l'instant Marianne. Alors, de façon générale, moi, ce qui m'intéresse, c'est le moins. Voilà, parce que je pense qu'on vit dans un univers qui fonctionne, en fait, au toujours plus, dans tous les domaines. Et ça ne marche que par la vitesse, en fait, l'espèce de roue sur laquelle on est entraîné. Et donc, dans un certain nombre de mes ouvrages, je défends le moins. C'est-à-dire donc, le titre est un peu trompeur. Quand vous dites « no kids », en fait, c'est « less kids ». Non, c'est pas exactement ça. Donc, ça, c'est l'horizon global. Maintenant, je pense qu'effectivement, enfin, il y a quand même une chose, c'est qu'on ne dit jamais, cet angle que j'ai choisi n'a jamais été choisi avant moi, je suis assez ferme pour le dire, c'est-à-dire qu'on n'explique jamais aux personnes, aux lecteurs et aux lectrices, pourquoi ils ne devraient pas avoir d'enfants. Du point de vue d'une mère de famille, parce qu'en fait, les gens qui défendent le fait de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir moins sont souvent des gens qui n'en ont pas. Vous avez 2 enfants. Voilà, j'ai 2 enfants, maintenant qui sont grands, puisqu'ils approchent de la trentaine. Et donc, je connais en fait tous les inconvénients de la chose, enfin presque tous, parce que heureusement, certains m'ont été épargnés, mais j'ai vécu quand même pas mal de trucs. Et donc, je me suis dit qu'en fait, il faut absolument, effectivement, faire des livres là-dessus, un ou d'autres, pour expliquer les inconvénients en fait, de la maternité et de la parentalité. Parce que ce sont des choses qui sont assez peu dites, finalement. Il y a une espèce de voile comme ça, discret,
une sorte de voile de gentillesse autour de la parentalité et de la maternité, alors qu'en réalité, c'est l'expérience une des plus difficiles qu'on puisse vivre, en fait, en tant qu'être humain. Et je pense qu'il faut expliquer les inconvénients d'avoir des enfants. Ils sont autant de raisons de n'en pas avoir. D'ailleurs, vous voulez battre en brèche le diktat de l'enfant roi, le culte de l'enfant, l'absolutisation du désir d'enfant, enfin, ce qu'on perçoit bien aussi comme phénomène dans notre société. Oui, et puis une multitude d'autres choses. Effectivement, la parentalité positive, enfin toutes les injonctions qui pèsent sur les parents en fait et qui les poussent à se transformer en espèce de marionnettes qui sont supposées être là pour veiller à l'épanouissement, au bonheur des enfants et en fait finalement être complètement asservis à ce rôle de parents. Il y a quand même 2 points sur lesquels je voulais réagir, sur la question du moins, sur la question du nombre, et puis après sur la question du rôle qu'on donne aux parents dans notre société. Moi, je trouve que mettre toujours en avant la question de la surpopulation, c'est vraiment s'interdire de désigner les vrais coupables du désastre écologique en cours, dans la mesure où les chiffres sont extrêmement clairs. Par exemple, les 3 milliards d'individus les plus pauvres de la planète, soit 45% de la population mondiale quand même, sont seulement responsables de 7% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'à contrario, les 7% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, je continue, quelqu'un comme Thomas Leclerc, le fils du patron de Decathlon, il y a un collectif qui s'appelle Mega Yacht Tracker qui s'amuse comme ça à suivre les milliardaires sur leur yacht pour essayer d'évaluer leur empreinte carbone. En une seule journée, il a émis 3,7 tonnes d'équivalent CO2, alors qu'un Français moyen, en un an, il en émet 6,8. Il faudrait 2 tonnes par an pour respecter l'accord de Paris. Donc en fait, vous avez des gens, des individus, des célibataires, pas des pères de famille, qui polluent en une journée autant que ma famille en un an. Donc ce que je veux, c'est que dire qu'il y a trop de personnes sur Terre et que le problème, c'est qu'il faudrait qu'on décroisse... Mon livre ne s'adresse qu'aux riches. Mon livre ne s'adresse qu'aux riches. En fait. Parce que ce sont nous, en fait, qui sommes responsables. Nous aussi, classe moyenne. Il n'y a pas que les Oui, mais même au niveau de la... tout à fait. Mais même au niveau de la classe moyenne, moi, je vois vraiment autour de moi, de manière assez empirique, j'ai des amis célibataires qui prennent l'avion, qui voyagent, qui ont un mode de consommation infiniment plus destructeur que moi avec ma famille nombreuse, tout simplement parce que quand on a 4 enfants, le voyage aux Maldives, c'est-à-dire que c'est logistiquement et financièrement. Écoutez, ça dépend de qui on fréquente. Moi, je connais beaucoup de gens qui, justement, n'ayant pas d'enfants, en profitent pour viser le moins, c'est-à-dire pour travailler moins et pour avoir un mode de vie très modeste. Alors, Hervé Lebras. Je pense que l'opinion est partagée. Il n'y a pas eu de succession, comme vous dites, à un moment donné où il y aurait eu domination du désir d'avoir moins d'enfants, puis tout d'un coup, il y aurait eu un changement. Il n'y a pas de changement, c'est-à-dire il y a deux opinions. L'une existe depuis très longtemps, ça s'appelle l'opinion nataliste, et elle est puissante. C'est par exemple l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, qui est un instrument très puissant, de 40 associations familiales qui touchent 0,12% de toutes les allocations familiales, ce qui vous donne... eh bien oui, elle a de l'argent. Et puis de l'autre côté, vous avez un peu plus récemment les écologistes, comme ceux que vous défendez, mais il n'y a pas du tout d'unanimité, où l'opinion ne penche pas vraiment d'un côté, ni vraiment de l'autre. L'éco-anxiété n'est pas elle est en facteur partie, mais par exemple, d'explication. elle est très différente selon les classes d'âge. L'éco-anxiété est beaucoup plus forte chez les jeunes, d'ailleurs à juste titre, puisque c'est eux qui hériteront de la planète, pas nous. Mais ça ne semble pas, enfin là je reviendrai peut-être plus tard là-dessus, ça ne semble pas avoir de résultat quant à la baisse de la natalité. La baisse a été régulière à pratiquement tous les âges. C'est d'autres facteurs plus compliqués, plus puissants. Il y a des facteurs économiques qui jouent, mais c'est surtout des représentations qui sont par derrière. Alors, Marianne Durano, puis Corinne Maillard. Non, mais justement, j'essaie de montrer dans mon livre comment pronatalisme et dénatalisme, ce sont les 2 faces d'une même médaille. C'est-à-dire que dans tous les cas, il s'agit d'utiliser la population, d'ailleurs c'est un concept assez récent, le concept de population, comme variable d'ajustement. Non, mais ça a quelques siècles, quoi. Avant on parlait du peuple, maintenant on parle de la population. Oui, c'est quand même XVIIe siècle. Oui. C'est récent, à l'échelle de l'histoire de la philosophie. À l'échelle de l'homo sapiens, oui. Mais en fait, l'idée que la population, c'est quelque chose qui doit être mesuré et puis qui doit s'adapter aux réalités économiques, savoir si la population est facteur de richesse ou si c'est seulement un signe de richesse, c'est des débats en fait assez récents. Et dans tous les cas, qu'on soit pro
ou antinatalistes. On considère les êtres humains comme des variables d'ajustement par rapport au système économique. Donc il faudrait faire... En politique, oui. Mais en fait, moi, ce qui m'a intéressée, c'est justement la coexistence de ces deux positions et le fait que plus les problématiques écologiques deviennent visibles sur le terrain médiatique, plus la question de la démographie prend aussi de l'ampleur. Et je me dis, c'est quand même dingue qu'on soit dans une société qui préfère agir sur le nombre d'enfants, sur le nombre de la population, plutôt que sur ces modes de production et de consommation. Et qu'on critique le fait qu'il y ait une inflation dans les naissances et pas... Enfin, pardon, non, je recommence. Et qu'on critique le fait qu'il y ait trop de naissances et pas qu'il y ait trop d'accumulation. Certains le critiquent, d'autres le... Enfin bon, ça dépend des situations, c'est pas... Mais il me semble quand même que depuis que le capitalisme est quand même le système dominant, enfin en Occident, il y a quand même une volonté de pousser les femmes à avoir des enfants. Non. Ah non, vous ne croyez pas ? Ça, c'est une vision française. Prenez l'Angleterre, la vision dès le XVIIIe siècle est l'inverse, c'est la vision de Malthus. Pour Malthus, et Malthus a influencé pas simplement l'Angleterre, mais a influencé même la France. On peut dire quelle est l'influence de Malthus ? Malthus prône qu'il faut limiter la population aux subsistances. C'est le grand thème de Malthus, et donc que les pauvres ne doivent pas faire d'enfants avant d'être capables de les entretenir. C'est ça la doctrine malthusienne, et donc qu'ils doivent reculer l'âge de leur procréation. Lui, à l'époque, Malthus dit l'âge de leur mariage, jusqu'à ce qu'ils aient les moyens d'entretenir leur progéniture. Parce que Malthus est d'une certaine manière un des premiers libéraux, c'est-à-dire qu'il est contre les lois des pauvres, parce qu'il pense qu'en aidant les pauvres, comme le faisaient les lois traditionnelles dans l'Angleterre jusqu'au début du XIXe siècle, on les pousse à avoir des enfants, et que c'est très mauvais, puisque il n'y a pas de subsistance, donc ils vont mourir de faim. Et il y a une influence malthusienne encore aujourd'hui ? Elle est très influente, bien sûr, le planning familial, etc. Vous avez une influence malthusienne à l'échelle du monde qui est très importante, mais en France, elle a été importante, ce qu'on ne sait pas toujours, jusqu'au Second Empire. Puis comme les Français faisaient nettement moins d'enfants, je suis d'accord avec votre idée qu'on est sur du quantitatif, mais en tout cas, l'opinion s'est retournée, et à partir de la Troisième République, l'opinion a été nataliste, et pas simplement des gens de droite, comme on le dit parfois. Dans la première association nataliste française, fondée en 1891, Zola était un des membres fondateurs, c'est pas un type de droite. Corinne Mayer. Il me semble quand même, pour revenir au capitalisme, que l'immense expansion qu'on a connue depuis la fin de la guerre, par exemple, c'est quand même appuyé sur l'augmentation de la population. Il y a quand même toujours plus de biens, il faut quand même toujours plus de consommateurs pour les acheter. C'est quand même... Non, mais je termine. Et d'ailleurs, la publicité, en fait, est bourrée d'enfants. Donc, c'est quand même pas un hasard. Enfin, le nombre de publicités qui utilisent des enfants, qui en montrent, est quand même... Vous pensez qu'il faut une évolution culturelle dans ce rapport aux enfants ? Non, moi je prône rien en fait. J'écris pour poser des questions et pour m'amuser. Donc, et puis aussi, en l'occurrence, quand je... Mais qui est le reflet aussi de la culture. Oui, mais quand j'écris ce livre, il faut quand même dire que le fait de ne pas avoir d'enfants était quand même, disons, pas facile à avouer pour les femmes qui n'en voulaient pas. C'est plus le cas aujourd'hui, donc il y a moins de nécessité à donner la parole à certaines. Mais à l'époque, c'était quand même, je pense, assez nécessaire, puisqu'il y avait très peu de femmes qui osaient avouer qu'elles ne voulaient pas d'enfants. Elles étaient stigmatisées dans une certaine mesure. Et vous pointez justement cette question de la liberté. Oui, la liberté de choix, bien sûr. Marianne Durand. Oui. Je reviens sur la question du capitalisme, parce que je pense que c'est une question fondamentale. Il faut savoir qu'un des premiers à avoir critiqué Malthus, c'est Proudhon, puis Marx. Il y a un seul homme de trop sur Terre, et c'est Monsieur Malthus, disait Proudhon. Et en fait, le marxisme va montrer très vite qu'en fait, la surpopulation, l'excuse de la surpopulation, c'est la meilleure excuse pour justifier les inégalités. C'est-à-dire de dire, en fait, c'est pas c'est pas parce qu'il y a trop d'inégalités, c'est parce qu'il y a trop de pauvres, en fait, que les pauvres ne sont pas assez nombreux. Et donc, l'idée que plus les individus sont nombreux, plus il y a une main-d'œuvre, une ressource en main-d'œuvre pour alimenter les usines, et que donc, il ne faut pas trop se plaindre de son sort, parce que de toute manière, il y a toujours plus pauvre que soi pour prendre sa place si on n'est pas content. Donc, en fait, cette idée que c'est les capitalistes qui veulent absolument maîtriser la population pour accroître leur mainmise, je pense qu'elle est fausse. Et en revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on a tendance à confondre la valorisation de la parentalité avec son utilisation publicitaire. On fait croire qu'avoir un enfant, c'est consommer, avoir un enfant, c'est rentrer dans un rôle
voilà, de bonheur publicitaire. Et ça, je pense qu'effectivement, on fait bien de critiquer ça, de montrer effectivement aussi les difficultés, les limites, et dire aux futurs parents que bien sûr qu'il y a des difficultés, qu'il y a des sacrifices, qu'il y a des renoncements, que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais c'est précisément parce qu'il y a sacrifice et parce qu'il y a difficulté que les parents ont besoin de reconnaissance, ont besoin que la société leur envoie une image valorisante et les remercie de ces sacrifices qu'ils font pour la génération future. Et moi, alors, je suis un peu gênée, je finis juste, mais je pense qu'on ne parle pas tout à fait du même point de vue. Là, il y a une libération de la parole autour du non-désir d'enfant. Super pour les personnes qui ne veulent pas d'enfants, très bien, c'est leur liberté, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis gênée avec ces discours qui expliquent à quel point avoir un enfant, c'est affreux, à quel point vraiment il vaut mieux ne pas en avoir pour être épanoui, parce que je trouve que c'est extrêmement violent à recevoir en tant que mère. Justement dans une société où on a une énorme pression pour réussir sa maternité, pour réussir son projet parental, pour correspondre à cette image du bonheur publicitaire. Et je me dis qu'il faut faire attention à ce que cette libération de la parole ne devienne pas une stigmatisation aussi des parents qui font bien ce qu'ils peuvent, quoi. Il me semble donc qu'un certain nombre d'industries capitalistes ont quand même encouragé, poussé les gens à se reproduire. Et en même temps, je pense qu'il y a des pressions politiques aussi. Enfin, tous les régimes de dictature ont tendance à pousser les gens à avoir davantage d'enfants. Donc il y a quand même des... Oui, pas en Chine. Vous avez raison. En Chine, mais enfin, en tout cas, en Europe... Non, c'est des généralités. Même sur la question du marxisme, c'est compliqué. Alfred Sauvy avait fait un petit livre qui s'appelait Malthus et les deux Marx, parce que Marx a varié sur cette position, mais par exemple, clairement, le Parti communiste était en faveur de l'accroissement de la population. Il y a eu une querelle très célèbre en 1955. Un journaliste de l'Express de Rugy a fait une campagne dans l'Express pour les moyens modernes de contraception, à l'époque où il n'y avait pas encore la loi Neuwirth. Et il a été très violemment attaqué par Maurice Thorez, par le Parti communiste, sous prétexte que... limiter le nombre de naissances, ça empêchait la constitution de l'armée de réserve du prolétariat. Eh bien oui, c'était l'argument de Thorez. Mais c'est pour dire que, en général, les régimes communistes ont, disons plutôt que les dictatures, les régimes communistes ont en général été natalistes pour l'argument que développe Thorez. Mais pour les autres régimes, beaucoup de régimes, très tôt les États-Unis ont été pour limiter la population. Et je vous citais l'Angleterre, c'est un cas très français de penser que beaucoup de pays veulent beaucoup d'enfants. C'est certains, certes, mais même la Chine est un très bon exemple. Dans les années 30, il y avait quand même beaucoup de dictatures qui ont fortement encouragé les femmes à avoir des enfants. Là encore, c'est pas exact, parce que quand on regarde bien les textes hitlériens sur les lois de la famille, Hitler n'encourage pas les femmes à avoir des enfants, il encourage au mariage. Et il encourage au mariage, c'est très clairement dit dans Mein Kampf, parce que si on ne se marie pas assez vite, on fréquente des prostituées juives et on attrape la syphilis. C'est dans Mein Kampf. Oui, mais enfin, le fameux slogan enfant, famille et cuisine, les trois cas, c'est quand même... Pétain, ça c'est autre chose. Oui, voilà, Pétain. Je parle des régimes dictatoriaux. Non, là c'est pas Pétain, là c'est un slogan. Sous la Troisième République. Kinder, Cuchet et le troisième, j'ai oublié. Non, là c'est Nietzsche, mais bon, Nietzsche... Non, c'est un slogan de l'Allemagne nazie. Je voudrais, si vous voulez bien, sur cette question du débat autour de la natalité, je voudrais, et peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer, Corinne Bayer, sur ce point, à travers l'expérience que vous avez eue à travers l'écriture de ce livre. Au fond, qu'est-ce que vivent aujourd'hui les couples et qu'est-ce qui peut orienter ou pas leur choix d'avoir un enfant ? Parce qu'au fond, je ne sais pas s'ils ont en tête toutes ces références historiques ou ces réalités historiques que vous mentionniez. Je ne sais pas si ça pèse sur eux, je ne sais pas si l'influence malthusienne pèse sur eux, je ne sais pas si l'aspect commercial pèse sur eux, vous nous dites que oui. Mais j'aimerais bien que vous nous donniez votre point de vue sur l'expérience que vous avez eue à travers ce travail. Il me semble important, disons, dans mon processus d'écriture, parce que j'ai beaucoup écrit, de partir de mon expérience, enfin d'un certain nombre de choses, ça peut être du travail ou d'autres types, dans mon expérience du vécu pour en faire des livres. Et effectivement, je trouve que la parentalité et la maternité, du moins à l'époque où j'ai écrit ce livre, étaient très rarement abordées sur l'angle réaliste, en fait. C'était toujours des trucs très généraux. À l'époque, quand même, le slogan en général, c'était que la maternité épanouit les femmes et qu'elles pouvaient facilement concilier la maternité et le travail. Voilà, c'était quand même des dogmes, en fait. C'est des trucs bien écrits, et puis c'était face à soi, et donc, effectivement,
quand on avait des doutes, c'est qu'on se débrouillait mal. En fait, pour vous, il fallait déconstruire des illusions. Bien sûr, oui, c'est très répandu. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une phase de déconstruction, comme on dit maintenant, où il y a un certain nombre de femmes qui ont pris la parole et qui ont soit effectivement avoué ou revendiqué le fait de ne pas vouloir d'enfants, ce qui était difficile à l'époque, soit assumer le fait qu'elles ont eu des difficultés dans le fait d'être mère et que ce n'est pas un truc automatique, en fait, parce que la maternité, à l'époque, était naturalisée. C'est-à-dire c'était naturel d'être mère, et puis dès qu'on avait un enfant, les choses étaient merveilleuses. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je ne sais pas si ça répond à votre question, que je n'ai pas compris. Si, tout à fait. Non, mais tout à fait. Marianne Derdot. Oui, il y avait un chiffre que je voulais citer, c'est qu'il y a un sondage IFOP là, pour Elle qui a été publié en 2022 qui dit que 30% des Françaises en âge de procréer ne veulent pas d'enfants. Mais il y a un chiffre qui ressort aussi de ce sondage qu'on a moins cité, c'est que 30% des Français qui ont déjà des enfants auraient aimé en avoir plus, mais n'ont pas pu. C'est intéressant ce chiffre par rapport à la question qui nous préoccupe, de se dire en fait il y a des gens qui voudraient avoir plus d'enfants, mais qui sont dans un contexte économique, politique, familial, qui rend leur désir difficile à réaliser. Donc ça, c'est un chiffre qu'il faut entendre, surtout parce que quand on parlait juste avant de la question économique, de la question de la pauvreté, culpabiliser les familles en disant que finalement il faut adapter son nombre d'enfants à sa réalité socio-économique, c'est quand même problématique. Excusez-moi, mais ça me semble quand même la base, en fait. Ce que vous dites là, pour moi, ça tombe de la Lune, quoi. Moi, je crois pas, et parce que je pense... Qu'est-ce qui tombe de la Lune quand Madame dit qu'il ne faut pas adapter son nombre d'enfants à ses moyens... Mais non, mais politiquement, c'est-à-dire que politiquement, plutôt que de dire, en fait, c'est parce que les gens sont trop nombreux qui sont pauvres, mais de dire au contraire, c'est pas le problème que les pauvres sont trop nombreux, c'est qu'ils sont trop pauvres, et donc mettre en place des politiques qui permettent aux gens qui souhaitent avoir des enfants de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, ça me semble pas absolument lunaire. Mais il y a autre chose que j'aimerais dire quand vous parlez d'idéalisation, là je pense que c'est vraiment le point où on peut se rejoindre, c'est qu'à force de parler de projet d'enfant, de concevoir l'enfance sous le prisme du projet parental, projet de vie, finalement on met une énorme effectivement, pression d'idéalisation sur les parents qui sont sommés de réussir leur enfant selon une certaine norme publicitaire. Et il me semble que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire pour leur permettre de pouvoir accueillir vraiment un enfant dans de bonnes conditions. Oui, enfin, la question là, posée par le NIFOP à laquelle vous faites allusion, c'est une question qui est là aussi relativement ancienne, qu'on appelle le nombre idéal ou le nombre désiré d'enfants. Et effectivement, dans les enquêtes menées en France, le nombre désiré d'enfants est toujours un peu supérieur, d'à peu près 0,5 enfants, si on entre dans les chiffres, au nombre réel d'enfants qui naissent. Mais on connaît bien les raisons, vous les avez citées, c'est des raisons économiques, mais venir à bout de ces raisons économiques, c'est un travail gigantesque. Donc là... C'est de l'ordre de la politique familiale ? Oui, mais là, on sait très bien que la politique familiale n'a jamais eu un gros effet, même peut-être aucun. Il y a des études économétriques dans de nombreux pays. Actuellement, on a un exemple formidable avec la Chine. La Chine abandonne en 2017 complètement la politique de l'enfant unique. À l'époque, ils font, en moyenne, les Chinois sont à 1,7 enfants par femme. Donc la Chine commence à prendre des mesures pour la natalité. Le dernier chiffre qu'on a, qui est de 2022, la Chine est descendue à 1,11 enfants par femme. Donc la politique nataliste chinoise a en fait eu exactement l'effet inverse. Donc l'idée, et on a des exemples sur la Hongrie actuelle, sur la Suède autrefois, etc. On a de nombreux exemples qui montrent que les personnes qui désirent avoir des enfants, c'est pas l'argument financier immédiat, c'est pas d'avoir un peu plus d'argent, ça s'achète pas si vous voulez d'avoir plus d'enfants. Et c'est une erreur très très commune commise par le gouvernement, commise encore récemment, à mon avis, par le gouvernement français, par la déclaration de Macron, c'est qu'on puisse comme ça... Au printemps dernier, quand il a souhaité un réarmement démographique. Tout à fait. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, sur la question de la pression d'idéalisation et aussi par rapport à la question des ressources et la question de la publicité, parce qu'on ça tourne autour. Moi, un des propos que je soutiens dans mon livre, c'est que pour pouvoir continuer à avoir des enfants, et des enfants nombreux dans le contexte écologique qui est le nôtre, il faut que les pays occidentaux et les familles occidentales acceptent de réduire drastiquement leur consommation, de décroître, de consommer moins. Vous parliez du moins tout à l'heure, d'être plus sobre.
Et je pense que vraiment encourager cette sobriété, c'est non seulement une nécessité pour pouvoir continuer à avoir des enfants sans mettre en péril les équilibres planétaires, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir 6 enfants en consommant comme un Américain ou même comme un Européen moyen. Et il me semble que réduire sa consommation, ça peut aussi permettre à des familles de sortir de cette injonction publicitaire à consommer autour de l'enfance et justement adopter une consommation beaucoup plus responsable, beaucoup plus sobre. Et je crois que l'enfant, non seulement nous montre la voie de la sobriété, parce qu'un enfant, ça n'a pas besoin d'avoir 36 jouets, 36 ustensiles pour être heureux, mais même plus que cela, je crois vraiment que l'enfance, c'est vraiment ce qui nous enjoint à mettre en place ces processus de décroissance que sinon on n'aura pas le courage de mettre en route. Alors, je m'explique, vous dites dans votre livre, Corinne Meyer, que je le cite dans mon livre, je vous cite, que l'enfant est, je cite, un bouche-trou à la quête existentielle. Qu'en fait, à partir du moment où on a un enfant, on ne se pose plus de questions de l'avenir, on ne se pose plus de questions politiques, on se concentre sur uniquement le bien-être de cet enfant et puis c'est une façon commode de ne pas se poser de questions. Et moi, je dis exactement l'inverse. Je dis qu'à partir du moment où on a un enfant, on est obligé de se poser des questions existentielles sur ce qui fait que la vie mérite d'être vécue, à quelles conditions le futur est possible, et ça nous contraint à vraiment changer totalement notre rapport à l'avenir, à la politique, à la consommation, à la production. Et je pense qu'on peut concilier des politiques natalistes avec des vraies politiques écologiques, à condition effectivement d'accepter que les populations occidentales qui sont les plus consommatrices réduisent drastiquement leur empreinte carbone et leur consommation. C'est des vœux pieux, si vous voulez. Oui, c'est des vœux pieux parce qu'en fait, chaque enfant coûte à sa famille, disons, le coût d'élever un enfant pour chaque famille est de 300 000 €, de 0 à ses 20 ans. Donc il y a plusieurs think tanks ou instituts de recherche qui l'ont montré. Mais selon quels critères ? Enfin, on parle de dans quel contexte ? C'est en Occident. En Occident, mais dans quel pays ? Quelle catégorie socio-économique ? Je cite dans tout. C'est une moyenne, en fait. C'est une moyenne au niveau de chaque pays. Ça a été fait en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, France, Espagne. Donc, en fait, les chiffres se recoupent, c'est 300 000 € et ça augmente chaque année, en fait. Donc, plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année pour cet enfant, pour élever cet enfant, pour les familles. Je ne parle pas des coûts externes, enfin des coûts externes pris en charge par la société. Et donc, les chiffres montrent qu'en fait, ça ne cesse d'augmenter. Et donc, ça coûte une fortune et donc il y a quand même une injonction qui pèse sur les parents et aussi une volonté des parents, en fait, de faire cet enfant le symbole de leur réussite. Et c'est bien le problème, en fait, finalement, c'est qu'on veut tous des enfants parfaits et qu'à la fin, effectivement, ça coûte très cher. Ça coûte très cher en déplacement, ça coûte très cher en école, cours particuliers, vêtements, jouets, déplacements, etc. Donc, effectivement, dans l'absolu, vous avez raison. C'est vrai qu'effectivement, je pense que si on était plus mesuré dans notre consommation, on pourrait avoir davantage d'enfants, c'est tout à fait juste. Mais le chiffre est intéressant parce qu'on peut l'utiliser d'une autre manière. Le chiffre, on peut discuter sur les 300 000 €, mais c'est très cher de toute manière. Mais ça veut dire que quand un immigré arrive en France, donc il remplace un enfant qui n'est pas né. Oui, il nous a rien coûté en fait. C'est ça que vous voulez dire. C'est pas qu'il nous a rien coûté, c'est qu'il amène 300 000 € avec lui, vous comprenez. Donc oui, quand on dit que les immigrés coûtent cher, c'est l'inverse exactement. Les immigrés arrivent parce que on n'a pas payé leur nourriture, leur éducation, leur habillement. Donc, mais cet argument-là est très important. Oui, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec votre argument pour cette raison. Si vous voulez. D'autant qu'en fait là, les 300 000 €, mettre de côté en fait les dépenses qui sont sociales, c'est-à-dire on ne compte pas ce qui est pris en charge par la société, c'est l'éducation s'il va à l'école publique, etc., les transports. Mais si on va plus loin, il faudrait rembourser les pays dont viennent les immigrés. Oui, on devrait les payer en fait. Bien sûr, effectivement, mais c'est ce qu'on fait. Dans certaines grandes écoles en France, je pense que c'est d'ailleurs le cas pour Normal, mais c'est le cas pour Polytechnique, si vous n'entrez pas au service de l'État, vous remboursez vos études. Eh oui, effectivement, je trouve votre idée utopiste très belle, donc je pense que c'est une voie d'avenir. Je voudrais qu'on continue à avancer dans notre émission, dans notre débat, sur ce que le taux de natalité ou les réalités de la natalité en France peuvent révéler de notre société, une société de consommation ou de notre culture. Je voudrais citer le pape François, qui est de plus en plus simple et direct sur la question, parce que le pape François est très engagé sur la question de la natalité, sensibilisé peut-être d'abord par
par la situation en Italie. Il a été invité aux États généraux des associations familiales italiennes. Et maintenant, son propos tient en 3 mots, c'est « fête des enfants ». Il l'a redit à plusieurs reprises ces derniers mois. Je voudrais citer ce qu'il disait au printemps dernier. « Le problème de notre monde n'est pas les enfants qui naissent, ce sont l'égoïsme, le consumérisme, l'individualisme. Le nombre de naissances est le premier indicateur de l'espoir d'un peuple. Sans enfants et sans jeunes, un pays perd son désir d'avenir ». Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Corinne Maillard, mais en tout cas, ça nous donne matière à réflexion sur ce que révèle cette situation de nos sociétés. Ben oui, enfin, disons que, bon, effectivement, il y a cet argument qui est très juste, où des gens disent, au fond, effectivement, s'il n'y a pas de jeunes, on n'aura pas d'avenir, il faut plus d'enfants parce qu'il faut du nouveau. C'est un argument effectivement sensé, en fait, qui rejoint... Le problème, c'est qu'en fait, nous, là, des jeunes, on en a encore, et on leur donne peu de place. Enfin, notre société leur donne, en fait, assez peu de place. Ils ont quand même, beaucoup ont une situation économique difficile, on ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup d'espace pour s'exprimer, on ne prend pas vraiment en compte, en fait, leur inquiétude, notamment sur les questions d'environnement. Et donc, effectivement, c'est un problème. C'est un problème déjà maintenant. C'est-à-dire, commençons par leur donner de l'espace et de la place, et peut-être qu'effectivement, ça leur donnera envie à eux d'avoir des enfants plus tard. Marianne Giono. Oui, je pense que la question qui se pose, c'est pour qui construisons-nous l'avenir, en fait ? Pour qui est-ce qu'on s'engage ? Et on a une société qui a du mal à se dire qu'il faut agir maintenant pour les générations futures. Et moi, j'aimerais quand même revenir sur ce qui s'est dit juste avant, là, sur cette question des 300 000 € que coûte un enfant, alors qu'au contraire, un migrant ne coûte rien. On voit bien, là, les limites de la mentalité comptable. Parce que ce qu'on est en train de dire autour de ce plateau, c'est qu'en fait, il vaudrait mieux que les Françaises aient un peu moins d'enfants, que mon petit 4e ne soit jamais né. Mais par contre, on est content, on payerait des pays de migration pour que des étudiants étrangers viennent en France. Et j'ai un peu du mal à comprendre c'est pas qu'on les paierait, s'ils arrivent, ils demandent à arriver. Non, mais c'est super, c'est tout bénef. Ils demandent à arriver, c'est pas nous qui allons les C'est une logique comptable, vous allez mais chercher. Mais si on va par là, pardon, excusez-moi, je vais être un peu polémique sur ce plateau de KTO aujourd'hui, mais combien est-ce que nous, on coûte maintenant à l'État français ? Je veux dire, si on va par là, si on regarde... Non, mais je pense que monsieur est parti dans un paradoxe qui lui permet de défendre certaines idées. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre ça au pied. Il ne faut pas forcément absolutiser le propos. Je vais un peu jusqu'au bout, mais on parle... Souvenez-vous qu'un paradoxe, c'est une vérité qui n'a pas l'air d'être une vérité. Donc... Oui, mais justement... Donc, je reviens sur la question... Donc vigilance sur la logique comptable. Sur la question de la logique comptable, parce que je viens sur la question de la succession des générations. Dans ce cas-là, effectivement, s'il faut laisser... Enfin, on ne peut pas juste se dire combien coûte une personne. C'est pas possible de réagir comme ça, parce que sinon, on pourrait poser la même question pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour les personnes en difficulté sociale. Combien vous coûtez ? Ben oui, mais c'est normal, absolument normal de faire un bilan. Il me semble que c'est pas normal d'appliquer cette mentalité-là. Non, c'est les décisions qu'on prend à partir de cela ensuite. Et donc effectivement, se pose la question, plutôt que combien vous coûtez, de se dire mais pour vous, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour vous faire de la place ? Et là, je suis tout à fait d'accord. Et je reviens sur les questions d'éco-anxiété, de rapport à l'avenir. Tous les jeunes éco-anxieux, ce qu'ils disent, c'est que leur angoisse, c'est pas l'état de la société, c'est l'inaction politique. C'est le fait qu'on est dans une société qui est dans du court terme, qui privilégie systématiquement les intérêts de la génération présente et même des personnes qui sont déjà en poste dans la société, au détriment de politiques ambitieuses pour les générations futures. Et c'est pour ça qu'un vrai discours nataliste, pour moi, c'est pas seulement encourager les femmes françaises à avoir le plus d'enfants possible pour repeupler l'Europe. On est d'accord, c'est pas le but. Mais c'est de dire, oui, notre pays, on veut que les femmes et les hommes français continuent à avoir des enfants parce qu'on a envie de continuer à se battre pour leur avenir. Pas seulement d'être dans des logiques comptables en se disant comment est-ce qu'on rentabilise au mieux les ressources qu'on a maintenant. Non, qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme sacrifice pour l'avenir ? Quelle place on leur laisse ? Et là, je suis d'accord avec le pape François et je citerai Hannah Arendt qui explique que la natalité, c'est la catégorie politique par excellence. Le fait qu'il y ait des nouveaux venus qui viennent au monde, dit-elle, non seulement ça introduit du nouveau, mais ça donne un sens à toutes les actions qu'on peut faire ici et maintenant, sans quoi on se condamne au présentéisme. Or, il me semble que notre société se condamne au présentéisme actuellement. On est dans du court terme. Il me semble que ça va avec la petite musique ambiante de dénigrement de la natalité,
de pression sur les parents. Et voilà, il n'y a pas de dénigrement de la Bras, natalité en France. C'est tout l'inverse. C'est plutôt l'inverse. parce que moi, c'est pas les échos que j'ai. Moi, j'ai plein de femmes. Mais c'est pas des échos, il faut regarder des enquêtes sérieuses, il faut regarder des chiffres. Les échos, bien sûr. Les chiffres montrent que les Français font de moins en moins d'enfants. Et moi, j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui ont des familles nombreuses. Vous avez autour de vous, mais c'est comme les gens qui disent il y a beaucoup de noirs dans le métro. Oui, mais c'est pas. Non, les chiffres, c'est important, vous savez. Les Français font de moins en moins. Oui, on en a parlé au début. 30% disent qu'ils auraient aimé en avoir plus. Non, mais ce 30%, il faut le discuter dans le détail, parce que c'est 30% s'ils avaient plus d'argent. Là, vous avez raison. Mais le problème, comment est-ce qu'ils auront plus? Et là, on revient sur des questions financières. Comment est-ce qu'ils auront plus les moyens d'éduquer leurs enfants? Peut-être si on arrêtait de leur dire que pour avoir un enfant, il fallait que leurs enfants aient la meilleure école, les meilleurs vêtements. De toute façon, même sans meilleure école, l'éducation d'un enfant coûte, dans un pays comme le nôtre, sans vouloir avoir des marques, tout ce qu'on veut, coûte cher. Il n'y a qu'à voir le niveau de vie. Vous prenez les données, alors bien sûr, c'est encore des chiffres, mais si vous prenez les données sur le niveau de vie des familles en France, on voit bien que le décrochement, c'est quand on passe du 2e au 3e enfant et au 4e enfant. Ça coûte très cher. Même quand on n'est pas un fou du consumérisme, l'élevage ou l'éducation des enfants, c'est cher. Mais oui, mais alors moi, je vais vous poser une question. Toute notre abondance, notre société d'abondance, là, toutes les richesses qu'on produit, tout le confort, la sécurité, les progrès médicaux qu'on fait, tout ça, si ça ne nous permet pas d'avoir des enfants, si justement on est maintenu dans on a cette impression de pauvreté alors qu'on vit dans un pays d'abondance. Tous ces progrès-là, tout ça pour que les représentants des pays les plus développés hésitent à donner la vie parce que ça pourrait les précariser. Mais moi, je ne fais pas de morale, si vous voulez. Je regarde comment les choses se passent. La politique et la morale, c'est quand même lié. Oui, je ne sais pas trop. Disons que oui, je pense qu'il y a un certain nombre de gens des classes moyennes qui hésitent effectivement à avoir des enfants, en avoir davantage, parce que ça coûte très cher. Mais ça me semble un petit peu normal de caler en fait ses espérances en termes de famille par rapport à ses revenus. Et la préoccupation, c'est exactement Malthus que j'ai cité au début. La préoccupation est que ça baisse. Il y a une raison plus importante qui a beaucoup joué en France historiquement et qui continue de jouer, pas simplement en France. Un sociologue du début du siècle du début du siècle précédent, l'avait appelé la capillarité sociale, parce que il se trouve que quand on regarde la taille, le nombre d'enfants par femme, par couple, selon la catégorie sociale, on a ce qui s'appelle une courbe en J inversée, c'est-à-dire que les classes les plus pauvres de la société font plus d'enfants, et c'est les classes moyennes qui en font le moins, et c'est les classes supérieures qui en font un peu plus, pas autant que les classes populaires, mais ça se relève. Et l'argument d'Arsène Dumont, le sociologue en question, était que les classes moyennes, c'est dans leur désir, d'où le mot capillarité sociale, c'est dans leur désir d'ascension sociale qu'elles font moins d'enfants, parce qu'elles vont consacrer plus de ressources à la question de l'ascension sociale qu'à l'éducation qu'elles devraient donner éventuellement à des enfants supplémentaires. C'est le thème du grand livre de Zola, son dernier livre, qui s'appelle Fécondité. Oui, mais j'ai effectivement... mais bien sûr. C'est encore une chose qui, à mon avis, est vraie en France. Peut-être pas énormément, mais qui est surtout l'explication de ce qui se passe en Chine. C'est la question de pousser au maximum un enfant, et la peur que si on a plus d'un enfant, on n'aura pas les moyens de pousser aussi bien un enfant pour qu'il monte dans la société. C'est un ressort très important. Mais en effet, et pour rebondir, même si je pense qu'on a abandonné le sujet initial que vous aviez lancé, je pense qu'on est quand même dans une société de compétition sociale effrénée. Absolument. Et donc, je vois autour de moi les efforts des parents pour effectivement éveiller les enfants, leur donner des cours particuliers, leur parler sans arrêt pour qu'ils soient plus intelligents que le voisin. Je trouve ça accablant, en fait. Oui, vous avez raison. C'est vraiment... C'est-à-dire qu'on en ferait... C'est un fait qui explique... Pour bien comprendre... qui est une grande partie de l'explication. Qui explique pour bien comprendre, si on mettrait moins d'énergie sur un enfant, on aurait peut-être plus de capacité à en faire davantage. C'est ça que vous êtes possiblement, oui. Oui, je pense. Si on était plus décontracté et peut-être plus confiant vis-à-vis de nous-mêmes, tout simplement, oui, je pense qu'on pourrait effectivement en avoir davantage. D'ailleurs, dans les années 60-70, il y avait quand même... dans les années 60, en tout cas, un boom démographique. Les gens avaient davantage d'enfants, mais les parents étaient désinvoltes.
Enfin, moi, je me souviens de ma jeunesse, c'est vrai qu'enfin, par rapport à maintenant, c'est hallucinant la différence. Hein. Les enquêtes du docteur Suter de l'INED montraient qu'à l'époque, il y avait 30% d'enfants non désirés. Hein. C'était... Alors, c'est vrai que ça joue aussi, effectivement. Oui, il y a des articles entiers que vous trouverez dans la revue Population. En effet, non, mais bien donc, sûr. Mais... si vous voulez, comme il y avait ces enfants non désirés, on était à 2,6 enfants en moyenne. Puis quand il y a eu les nouveaux moyens de contraception, ça a pratiquement disparu actuellement. Oui, non, mais et du coup, on est descendu à deux enfants. D'ailleurs, il y a des études américaines qui montrent que la criminalité a baissé à New York à cause de la généralisation des moyens de contraception. Ouais, je pense que c'est très intéressant. Alors, j'adore en fait. Oui. Mais il y a quand même, pour essayer d'apporter un peu de consensus, cette idée de la réussite. Je pense que c'est vraiment le point qui peut nous mettre d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie ? Pourquoi est-ce qu'on estime que pour réussir, il faut être compétitif, que pour réussir, il faut investir tant d'argent dans des cours particuliers. Donc je pense qu'effectivement, là, on a une pression d'une société concurrentielle, compétitive et puis productiviste pour investir un max dans son enfant pour qu'il soit meilleur que les autres. Et que par ailleurs, c'est cette même société-là qui entraîne actuellement le désastre écologique en cours. Et donc, là, il y a un enjeu, en fait, encore une fois, de sobriété dans le rapport à l'enfant aussi, ce que vous appelez une certaine désinvolture, mais à la limite, pourquoi pas. Et il me semble que, vous parlez des moyens de contraception, je crois qu'à partir du moment où on fait de l'enfant l'objet d'un désir et le résultat d'un projet, on va investir davantage affectivement et financièrement sur cet enfant et on se sent obligé d'aboutir à un résultat réussi sous prétexte que c'est un résultat qui a été désiré, projeté, mûri, et que sortir de cette logique-là pour, au contraire, accepter d'abord d'accueillir les personnes et pas d'abord de projeter un modèle de réussite sur eux, ça serait une manière de sortir un peu par le haut de la crise actuellement de la natalité. C'est des raisonnements abstraits, si vous voulez. Il faut voir comment les choses se produisent concrètement. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais, je pense aux couples qui pourraient suivre cette émission, qui se posent la question d'avoir un enfant, d'avoir un second ou un troisième enfant, qui vous ont suivi, écouté. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent et au fond, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire, Corinne Mayer ? Comme ça, en un mot, débrouillez-vous. Non, plus qu'un mot. Non, moi, j'ai pas de message pour le monde. Enfin, oui. Donc, ni pour les couples, ni pour... Moi, pour une fois, j'aurais un message. Oui, j'aurais dit, si c'est ça leur désir, qu'ils puissent le réaliser. C'est-à-dire, il faut laisser la plus grande liberté possible de choix en termes de désir d'enfant. La liberté de choix des individus. Là, je ne parle pas de ce qu'on apporte, de tout ça. Chaque individu doit être le plus libre possible dans un cas comme cela. Et je crois que ça a été un des grandes avancées des temps modernes, de donner plus de liberté dans la construction de la famille. Donc, que des personnes ne veuillent pas d'enfants, bon, elles ont des motifs, que des personnes en veuillent, et même en veuillent beaucoup, elles ont d'autres motifs, mais on doit leur laisser le droit justement d'en décider peu, moyennement ou beaucoup. Voilà, très bonne conclusion, je suis d'accord. Marianne Durano. Moi, je pense qu'un individu, un enfant n'a pas de prix et qu'il faut sortir de cette logique quantitative pour au contraire mettre la dignité de la personne au premier plan. Et du coup, dans cette réflexion, qui est intime, au fond, qui est très... Oui, alors moi, je suis d'accord. Moi, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut absolument que les couples aient plein d'enfants, qu'il faut qu'ils discernent, mais qu'ils discernent avec les bons critères, leurs propres désirs, et qu'effectivement, ils doivent se demander qu'est-ce qui, pour eux, est la plus grande source de joie avant de se laisser prendre au piège des sirènes du consumérisme. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle vos ouvrages, Corinne Mayer, No Kid, donc publié en poche, republié, une publication de 2007, republiée en 2024, en plein ou en creux, à lire en souriant ou en étant très sérieux. En tout cas, ça fait réfléchir sur la question de la parentalité et du rapport aux enfants. Marianne Durano, Naître ou le néant chez Desclés de Brouwer, à partir de cette question, pourquoi faire des enfants en temps d'effondrement, et puis sur le rapport aux études démographiques, l'abîme démographique, Hervé Lebras, donc publié chez l'Aube. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté de nous rejoindre. Merci à Youssan Aroulapou pour la réalisation ainsi que l'équipe en régie. Merci à la rédaction pour la préparation de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site kto-tv.com. Très bonne soirée à vous.